Bonsoir. Donc là, on va parler des semelles de posture. On va parler un petit peu de l'action des semelles de posture de leur fabrication. Et on vous fera une petite démonstration. Donc, on récupérera tout à l'heure les pieds de Thibaut. Donc, je t'avais demandé de ne pas remettre tes chaussures. Je pense qu'on va même pouvoir retirer les chaussettes après, le temps de faire des empreintes. Mais on va faire ça rapidement. Donc, on fera une démo avec une semelle thermosoudée et une semelle thermosoudée thermoformée, puisqu'on va pouvoir lier un petit peu les deux techniques pour notre traitement postural. Donc, au niveau des semelles, depuis de nombreuses années, donc, notamment dans les premiers écrits de Breguet, il avait déjà parlé en fait du côté postural dans ses écrits, où il parlait en fait des semelles trop hautes qui pouvaient être dangereuses. Il parlait déjà de bascule au niveau du bassin. Il parlait aussi d'équilibre du bassin par la base, donc de passer par le pied pour essayer de modifier l'équilibre global du patient. Le dos 156 faisait déjà des bilans qui étaient assez globaux. Donc, vous voyez, on a un bilan morphostatique qui ressemble à ce qu'on peut faire aujourd'hui en posturologie. Et ces Calvier Moreau en 75 avaient déjà aussi un bilan qui était assez global. Ils partaient, vous voyez ici, de la sous-astragalienne et montaient jusqu'au bassin en gérant le côté rotationnel et inclinaison au niveau du bassin. Et pareil, dans leur fiche clinique, on avait des choses qui étaient assez globales avec le positionnement avant-arrière, gauche-droite, l'angulation au niveau des pieds et la rotation au niveau des ceintures. Et déjà en 56, le dos disait que toute algie lombaire, cervicale, sciatique devait donner lieu à l'examen systématique au niveau du pied. Donc il faut vraiment essayer de regarder de manière assez globale. Et ça, on le sait depuis de nombreuses années. Nos semelles de posture, en 1980, déjà, Bourdieu et Okubo parlaient que la plante du pied était une entrée du système postural. Et Philippe et Sylvie, avec Gaget, ont montré que les stimulations plantaires induisaient des réactions posturales prédictibles et orientées. Donc, Bourdieu, déjà, avait proposé au début des années 80 des stimulations plantaires de 1 à 2 mm qui, par l'intermédiaire du pied, modifiaient le positionnement au niveau du genou et les rotations, voire les antépulsions au niveau du bassin. Donc, avec des éléments qui étaient très fins. Donc, vous voyez ici au niveau du médio-pied, ou là des BRC qui venaient modifier la rétropulsion ou l'antépulsion au niveau du bassin. Et dans les années 90, donc Philippe, qui avait la chance de consulter avec Pierre-Marie Gaget, donc avait déjà, à l'aide d'ombres chinoises, trouvé qu'en plaçant des stimulations fines sous le pied, on pouvait modifier l'ensemble de l'équilibre et de la posture des patients. Et en fonction de l'élément, ces stimulations orientaient de manière prédictible le positionnement du patient. Et on a aussi des études intéressantes donc de Anne Cavinoudlias et de Jean-Pierre Groll qui montraient que des stimulations des zones tactiques plantaires allaient modifier le positionnement de notre centre de pression caudale. Donc là, on parle un peu de stabilimétrie, comme vous l'avez expliqué Marie tout à l'heure. Dans les années 2000, donc on a Anne-Marie Leporte qui nous a montré que des stimulations plantaires infraluminaires au seuil de perception allaient entraîner des réactions posturales. On ne sait pas, parce que le patient ne sent pas la stimulation, c'est parce que les semelles ne sont pas désagréables sous le pied, qu'on ne va pas avoir d'information et d'intégration au niveau cérébral. On a un seuil de perception qui est très fin au niveau du pied. Et en 2018, Frédéric Viseux a fait une petite étude que je vais vous montrer là, juste ici, très intéressante. Donc, il est venu positionner sous les pulpes des orteils de patients en fait, des éléments en résine, donc avec une dureté Shor assez importante. Il a testé donc, des sous-pulpaires de 0,8, de 3 et de 6 mm. Et les éléments qui modifiaient le plus le contrôle postural, c'était les éléments les plus fins, notamment le 0,8 et le 3 mm, qui modifiaient le positionnement antéro-postérieur du patient et qui modifiaient aussi les vitesses de déplacement du patient. Donc, on n'est pas obligé de faire des choses épaisses pour avoir une modification importante au niveau postural. Souvent, plus on va être fin, plus on va être efficace sur le côté global chez le patient. Et là, on a des études qui sont vraiment publiées au niveau international et qui valident, bien sûr, l'efficacité de tous ces éléments. Nos semelles de posture, on va passer par plusieurs étapes au niveau thérapeutique. Il y a 4 grandes étapes. Donc, on va fonctionnaliser la cinétique podale. Donc, pour ça, on sait très bien qu'une dysmorphose podale va modifier notre équilibre, notre statique, va entraîner des contractures musculaires et qu'elles vont modifier la cinématique au niveau des parties supérieures du corps. Notamment ici, la hauteur de voûte va être corrélée avec l'inclinaison du tibia. Plus le pied va partir en pronation, donc un pied valgus, plus on va avoir une angulation tibiale vers l'avant. Vous voyez ici, plus le pied va venir s'effondrer dans la partie médiale, plus le tibia va partir en avant.
Et ce, inversement. Si aussi j'ai une posture antériorisée, ça va majorer la pronation de mon pied. Donc, on a une corrélation entre le haut et le bas, un aller-retour au niveau de l'information. Et ça avait déjà été décrit par Secaldi en 75, sauf que là, on a une expérimentation plus récente qui va nous montrer en fait cette modification. Et bien sûr, plus notre posture va être antérieure, plus on va venir surcharger le travail musculaire, nos chaînes postérieures musculaires. On sait aussi que les dimorphoses podales vont entraîner des instabilités. Vous avez vu tout à l'heure la stabilo de notre patient qui était instable. Là, j'en ai un autre qui était à 1232 mm². J'ai réussi à trouver plus que notre petite dame. Donc ça, c'était quelqu'un d'assez jeune. Pareil, avec un pied qui va partir en pronation. Et vous voyez énormément de cisaillement au niveau de sa bodométrie et un déplacement de centre de gravité qui va être très important. Donc, un pied valgus va entraîner une certaine organicité au niveau postural, de l'instabilité et va nous donner un patient qui va avoir du mal à se tenir debout. Donc, les patients, ils ont du mal à se tenir debout, mais ils ont aussi mal quand ils sont debout. Ça va être un des liens qui va être important, notamment au niveau de notre anamnèse. On va travailler au niveau de la relaxation articulaire. Bien sûr, un pied valgus, il va falloir le corriger, ça va être important. Et cette correction du valgus va avoir des conséquences à la fois au niveau podal, mais aussi sous-jacentes. Ici, on a une petite expérimentation qui va nous montrer qu'une simple correction interne du pied, donc un élément qu'on va appeler une bande interne, va venir avoir une influence au niveau du genou. Donc, plus on va venir corriger le pied, plus on va améliorer cette angulation au niveau du genou. Donc là, c'est sur la flexion tibiale. Donc, quand on va corriger le pied, on va avoir une amélioration globale du geste et du mouvement du patient, sauf quand on dépasse une certaine hauteur, ici 6 mm, dès le moment où l'élément va être trop haut, on va avoir un effet inverse. Vous voyez, on a une diminution de cette angulation. Donc, il va falloir respecter à la fois les capteurs plantaires, mais aussi le travail physiologique au niveau articulaire. Si on monte dans des hauteurs trop importantes, on va avoir des compensations mécaniques chez le patient. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va pouvoir contrôler et vérifier avec notre bilan postural que vous a montré Marie tout à l'heure. Il va falloir neutraliser les zones nociceptives, donc comme vous l'a très bien montré Marie, donc avec de la mousse. On sait que lorsqu'on va avoir une épine irritative d'appui plantaire, notamment au niveau du premier rayon, on peut avoir des compensations et ça peut emmener des varus calcanéens compensatoires. Donc, il va bien falloir regarder le pourquoi du comment. Est-ce que je suis sur l'entrée du système? Est-ce que je suis sur la sortie du système? Et quelles vont être les conséquences des différentes entrées et des perturbations des entrées sur la posture de notre patient? Donc, vous voyez ici, j'ai un patient qui va avoir un petit peu d'instabilité au niveau de sa surface d'oscillation du centre de pression podale. Et on va remarquer un hypoappui au niveau du premier rayon. Est-ce que cet hypoappui est dû à un varus qui va plutôt avoir une tendance à l'organicité, ou est-ce que c'est simplement un pied avec une entrée podale dysfonctionnelle, donc une épine irritative d'appui plantaire au niveau du premier rayon, et le pied va partir en varus pour compenser cette chose? Donc, c'est nos zones nociceptives podales, conscientes ou non, donc le patient ne va pas forcément la ressentir. Il ne ressent pas, il n'appuie pas dessus. Donc, s'il n'appuie pas dessus, ça lui fait pas mal. Et lors de la mise en contact avec l'environnement, cette zone va venir modifier le tonus postural et notre équilibre. Donc, vous voyez tout à l'heure, quand Marie a fait monter Thibaut sur la mousse, ça a modifié en fait l'entrée podale, ça a modifié l'intégration au niveau du cerveau, et donc, du coup, ça a modifié la sortie du système. Donc, on va avoir notre système musculo-squelettique au niveau rachidien qui va se modifier, qui va revenir sur un mouvement qui va être un petit peu plus physiologique. Tu as une question? Oui, une épine irritative, ça peut entraîner des déformations au niveau d'une articulation? Non, pas juste ça. Alors oui, ça peut entraîner des modifications puisqu'on va avoir une compensation mécanique. Tu vois ici sur ce petit schéma. Alors c'est schématique, hein, bien sûr. Mais là, si le pied il est en varus, imagine pendant 15 ans, forcément, tu vas avoir des rétractations articulaires, des rétractations musculaires. C'est un pied qui ne va pas être très stable. Donc, ça peut provoquer un grasping. Et au bout d'un moment, ce grasping, tu vas avoir des rétractions et ça peut créer des griffes d'orteil, par exemple. Ça peut aussi créer un hallux rigidus, puisqu'on va tout le temps avoir envie de travailler avec le gros orteil. Tu vois, ici, j'ai l'appui du gros orteil, là, je ne l'ai pas. Mais des fois, on va avoir un hypoappui au niveau du premier rayon et un hyperappui au niveau de la pulpe du gros orteil. C'est le gros orteil qui va se mettre en hyperappui pour décharger l'appui au niveau de la première tête. Donc, ouais, souvent, une dysfonction fonctionnelle va entraîner petit à petit, malheureusement, une dysfonction plus organique. Alors, tant que c'est fonctionnel, on peut revenir en arrière.
Dès le moment où ça va être organique, ça va être plus compliqué. Un hallux valgus, quand il y a une déformation, tu as de l'arthrose qui est placée au niveau articulaire, c'est un petit peu compliqué de revenir en arrière. Les semelles, ça ne remet pas un artère à sa place. Moi, je n'en ai jamais vu. Ah, j'ai perdu mon Peter. Merci. Alors, une autre petite étude récente donc, de Arnaud Foisy et de Zoe Capula, donc, qui montre ici que les zones nociceptives plantaires vont détériorer le contrôle postural. Donc, ici, on va avoir des patients en fait, qui présentent des zones irritatives d'appui plantaire. On va les mettre sur de la mousse et on va avoir une variation nette du déplacement de leur centre de gravité. Donc, ils vont être plus stables sur de la mousse. Alors qu'un patient, pardon, un sujet qui, lui, ne va pas avoir d'épine irritative d'appui plantaire, va être plus instable sur la mousse. Donc là, ça nous permet de faire la comparaison. Est-ce que le patient est plus stable sur la mousse? Donc, s'il est plus stable sur un truc mou, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau podal. Par contre, s'il est moins stable sur la mousse, c'est que son pied fonctionne plutôt bien et que son système intégratif va être dans la physiologie. Donc ça va être intéressant aussi. Donc, tu vois, ici, par exemple, tu as le cas d'un patient qui va avoir une belle instabilité à une surface 1600 mm². On est, comme disait Marie, sur les patients, voilà, on les voit bouger en fait, quand on les mesure. Et on a simplement mis de la mousse. Et tu vois, on a divisé pratiquement par 5 sa stabilité. Et donc là, la mousse, on la met directement sur la plateforme? On peut tester la mousse sur la plateforme, bien sûr. Okay. On va avoir différents protocoles. On va pouvoir faire avec les éléments. On va pouvoir faire avec les lunettes, sans les lunettes, avec les appareils dentaires, sans les appareils dentaires. Il y a plein de protocoles qui sont décrits au niveau de la plateforme. Et tu vas pouvoir notamment tester avec et sans la mousse. Et ça va te permettre de tester l'entrée plantaire. Par exemple, tu portes des lunettes, moi aussi. On va pouvoir tester avec et sans les lunettes. On va pouvoir tester les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et tu vas avoir des modifications au niveau du contrôle postural. Et tu vas pouvoir évaluer en fait si le patient il s'accroche beaucoup avec ses yeux ou s'il a vraiment une incohérence d'information entre le pied et l'œil. Ça va te permettre de faire toutes ces corrélations. Tout ça, c'est vu en cours, hein, bien sûr. Ah ouais, je vous rassure. Et on va aussi pouvoir travailler. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces grandes étapes, on va pouvoir gérer notre remédiation posturale. La remédiation posturale, c'est le fait de pouvoir modifier notre patient au niveau global, au niveau de sa posture. Alors ici, c'est une étude qui est intéressante de Kubo qui montre qu'en posture habituelle, un sujet qui se tient droit, on va avoir principalement un travail musculaire au niveau du solaire. Par contre, on prend le même patient, on lui demande de se mettre sur une posture antériorisée. Ben là, tu vas avoir le solaire qui va se mettre à travailler de plus en plus fort, les gastrocnémiens qui vont intervenir, alors qu'ici, ça ne bossait pas du tout. Et on va avoir les muscles lombaires, donc au niveau de L4 et de L1, qui vont se mettre à travailler. Donc, plus tu vas être en avant, plus tu vas venir solliciter tes chaînes postérieures au niveau musculaire. Il y a un muscle qui travaille trop, souvent, c'est un muscle qui va faire mal. Donc, un patient qui est en avant, peut-être qu'il a un pied valgus, peut-être qu'il a juste une posture antérieure, peut-être qu'il a une compensation par rapport à une dysfonction proprioceptive, mais il va prendre cette position antériorisée, il va venir mettre en tension ses chaînes postérieures, et quand ça fait mal debout, ça ne va pas être inconfortable. Donc ça, c'est les gens qui vont se retrouver à la caisse du supermarché, qui vont être super contents de pouvoir s'appuyer sur le caddie, qui vont dire je reviens, je vais m'asseoir 5 minutes. Voilà, ils vont vraiment avoir mal quand ils se tiennent debout. Et là, on va pouvoir vraiment les aider avec les semelles et avec de la semelle qui est très fine, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc, la posture antérieure augmente considérablement les contraintes musculaires postérieures. C'est des choses qui sont vraiment bien établies depuis très longtemps. On a une étude aussi, Stéphane Vermand, qui a pris des patients. Il a fait des mesures optocinétiques avec les patients. Donc, il a mis des BRC de 3 mm. Il a pris du PE Short 70, donc avec une dureté Short importante. Et il a vu que les BRC, ça modifiait les positions au niveau des segments. Donc, ça ne modifie pas au niveau du genou, mais ça modifie le positionnement au niveau du bassin, au niveau des épaules et au niveau de l'oreille. Donc, dès le moment où tu vas modifier les pressions podales, ça va modifier l'ensemble postural chez ton patient. C'était 3 mm, c'est ça? Oui, c'était des BRC de 3 mm en PE Short 70. Nos semelles de posture, elles doivent rentrer dans la physiologie au niveau du patient. On doit respecter les seuils des capteurs au niveau du pied. Ces seuils des capteurs sont très bas. Le pied va vraiment être très sensible et sentir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des micro-reliefs. On va avoir des épaisseurs qui vont être minimes, entre 1 et 3 mm. Tant qu'on reste dans la stimulation, on est vraiment très bas au niveau des épaisseurs. Et ça va modifier l'information qui va être perçue par le système nerveux central.
on va avoir une action réflexe. Donc, on va travailler sur le côté information et réaction au niveau musculaire. Et ça va permettre de rééquilibrer notre patient. Comme je vous disais, si le patient est trop en avant, on va augmenter les pressions plantaires. Et le fait d'augmenter les pressions plantaires, hop, le patient il va se repositionner tout seul. On n'est pas du tout dans quelque chose de conscient. On va travailler vraiment sur l'intégration réflexe. Donc, ça va donner une rééducation active permanente. Le patient, il va les porter entre 8 à 10 heures par jour. Donc, il a un kiné dans ses chaussures en permanence. Ça va nous permettre de manipuler l'exocapteur podal, comme vous expliquez Marie. Donc, le pied va être un capteur important au niveau postural et on va venir gérer tout le côté fonctionnel au niveau du pied. On va gérer nos éléments en fonction de la localisation, on va gérer leur épaisseur, la surface de l'élément va venir jouer parce qu'on va venir travailler sur certains mécanorécepteurs, des mécanorécepteurs qui vont être plus ou moins profonds, qui vont gérer les étirements, qui vont gérer le contact, et on va avoir aussi la densité des micro-reliefs. On a plutôt tendance à travailler sur des micro-reliefs durs, avec des duretés importantes. On travaille avec de la résine, notamment de la résine flex, avec une dureté short entre 60 et 70. Ça permet aussi de faire des semelles plus fines. Qui dit plus fin, c'est beaucoup plus simple à adapter dans la chaussure. On ne doit pas entraîner une réaction nociceptive. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, s'il y a une entrée nociceptive au niveau podal, ça va modifier notre équilibre. Ça va modifier notre équilibre postural. On va être beaucoup moins performant. Ici, on a testé donc, un élément qui s'appelle la bande interne. Et cette bande interne, ici, vous voyez, à 3 mm, elle va être efficiente. Par contre, à 6, elle va perturber l'équilibre. Elle va perturber la surface d'oscillation. Ici, vous voyez, on va avoir une ascendance en fait du dysfonctionnement. Plus la barre va être haute, plus ça va modifier l'intégration et le contrôle postural. Donc, la gestion de la hauteur de nos éléments va vraiment être très importante. Qu'est-ce qui est plus important? D'avoir un pied correctement dans l'axe ou d'avoir un pied qui va être fonctionnel et qui va permettre d'améliorer l'efficacité au niveau de notre orthostatisme? Donc, c'est toutes les questions qui vont se poser. Surtout, ne pas perturber le patient. Ça va vraiment être important. Donc, tout ça, il va falloir le tester. Et vous voyez, pareil, un élément de 6 mm, tout à l'heure, je vous disais, qui perturbait l'angulation au niveau du genou. Donc, on pliait moins les genoux avec un élément de 6 mm. Mais ici, un élément de 6 mm va aussi perturber la façon dont on se déplace dans l'espace. Donc, ça va être important de moduler les choses. Il va falloir conserver et restaurer la mobilité podale. Donc, ça, on va pouvoir le faire avec la thérapie manuelle. Mais les semelles vont aussi nous permettre d'avoir un pied qui va être plus fonctionnel. Si le pied est plus détendu, parce que quand on appuie, il n'y a pas de zone nociceptive, ça va être vachement plus confortable. Le pied va être beaucoup plus efficace, donc on va y avoir moins de réactions musculaires de stabilisation. Donc, on va modifier l'intégration des afférences podales. Le pied va être plus efficace, il va envoyer des informations plus claires au cerveau. Et donc, ne pas être iatrogène, comme je vous disais, c'est vraiment plus important. L'orthèse ne doit pas être agressive. Une orthèse plantaire de posture, des semelles orthopédiques de posture, c'est des semelles, elles vont être intégrées par le patient en 24-48 heures. On doit être tout de suite bien dessus. On va utiliser des matières qui vont être très dures, donc avec des duretés short, comme je vous disais, entre 60 et 70. Le patient a l'impression qu'on lui a mis de la mousse sous les pieds. C'est juste qu'on va vraiment intégrer correctement l'information et le pied va avoir un rôle d'informateur qui va être beaucoup plus clair pour le cerveau. Et donc, si c'est plus clair, c'est tout de suite confortable. Et pourtant, vous avez mis du dur. Mais du dur bien positionné, c'est tout de suite confortable. Donc, tout ça, on va le faire en fonction du bilan postural. Nos éléments, et on va les évaluer, on va vérifier est-ce que ça normalise notre patient, est-ce que j'ai un mouvement au niveau rachidien qui est amélioré, est-ce qu'il tourne mieux la tête, est-ce qu'il est plus stable quand je fais mon monopodal, est-ce que ça va diminuer les tensions au niveau musculaire. Et ensuite, on va pouvoir dessiner notre traitement. Donc, on va faire une empreinte, ce qu'on va faire donc avec Thibaut, on va faire une empreinte de son pied, on va dessiner nos éléments et ensuite, on va pouvoir fabriquer les semelles. La réalisation des semelles de posture, c'est quelque chose qui est très rapide. On va utiliser donc notamment des thermosoudeuses. C'est la petite machine qu'on a ici. Je ne sais pas si on la voit, Pierre. Hop là, la thermosoudeuse. On va pouvoir utiliser des coussins emprunteurs qui sont positionnés juste là pour faire des semelles de posture, mais thermoformées. Hop là, je vous ai mis des petits exemples de coussins. Et les matériaux, on va utiliser principalement des résines de polyéthylène, donc des résines flex qui vont permettre de gérer correctement le fluage des matériaux. Pour les éléments, donc on va pouvoir utiliser des polyéthylènes, des polyuréthanes, des EVA ou des matériaux spécifiques amortissants comme l'expertène, le silomère, le molysère, voilà, tous les noms en R que vous pouvez connaître.
Et les recouvrements, on va pouvoir utiliser un petit peu tout. Moi, j'utilise depuis très de nombreuses années, j'ai arrêté d'utiliser le cuir, trop compliqué à gérer. Voilà, moi, j'utilise beaucoup de simili-cuir, des polyéthylènes, des PU. Ça va être très bien au niveau de l'acceptation du pied. On a plein de matériaux très intéressants à venir travailler. Et au niveau du recouvrement, Ouais. ils doivent faire combien de millimètres? Il n'y a pas d'obligation. Alors, au-delà de 15 mm, c'est compliqué pour le patient. Mais on va utiliser des recouvrements qui vont être fins et qui ne vont pas perturber l'entrée podale. Comme on t'expliquait, voilà, sur le pied, quand il est fonctionnel, quand tu mets un patient sur mousse, si le pied est fonctionnel, ça va le perturber. Donc, on ne va plus utiliser des mousses trop épaisses. Pardon. Donc, quand on utilise des mousses, ce qui peut arriver, notamment, je vais revenir ici, par exemple, chez le patient qui va faire du running, voilà, un trailer par exemple, ou un marathonien, je vais utiliser des mousses parce que ça va être plus simple au niveau de l'adaptation, ça va permettre de faire un moulage, d'avoir des semelles qui vont être très légères. On va être sur une semelle qui va tourner entre 20 et 25 grammes au niveau du poids de la semelle. Donc, on est proche du poids de la semelle de propreté de la chaussure de sport. Et on va utiliser des PE parce que c'est des PE, pardon, parce que c'est des matériaux qui sont peu agressifs pour le pied. Mais on va être sur des épaisseurs qui vont être, on va dire, entre 1 et 2 mm d'épaisseur pour la mousse de recouvrement. Et comme on va tout thermosouder, la presse va venir appuyer et diminuer un petit peu l'épaisseur et surtout faire perdre à cette mousse cette capacité d'instabilisation qu'elle peut donner au patient. Mais ça, on va le tester. C'est-à-dire qu'on va remettre les semelles dans la chaussure du patient et on va refaire nos tests, nos manœuvres et vérifier que la semelle ne perturbe pas le patient. Okay. Et parfois, on voit des recouvrements avec avec des micro-perforations. Ah oui, tu peux, mais ça ne change rien. Les recouvrements micro-perforés. Alors souvent, c'est juste un dessin sur les recouvrements. Des fois, il y en a qui sont vraiment pris de micro-perforés. Alors attention, quand tu utilises des matériaux micro-perforés, des fois, tu peux avoir ta résine qui va fluer à travers. Donc, ça fait des petits picots. C'est comme les tongs de plage, de piscine. Ce n'est pas hyper confortable. Les micro-perforations, ça va être intéressant, notamment sur certains thermoplastiques qui vont avoir tendance à buller parce qu'ils vont dégager pas mal de gaz. En fait, l'EVA, notamment les EVA, vont dégager en fait, du chlore à partir d'une certaine température. Et le fait d'avoir des micro-perforations, ça permet de conserver correctement la pression de ta machine sur ta semelle et d'avoir une semelle avec des finitions qui vont être plus propres. Ah, tout ça, on l'explique aussi en cours. Hein. Il y a une formation spécifique sur le thermoformage, thermosoudage, où on donne plein d'astuces et plein d'informations sur les techniques de fabrication. Justement, le thermosoudage, pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que les semelles sont faciles à réaliser. C'est hyper rapide. Vous avez vu tout à l'heure. Voilà, en 10-15 minutes, quand la semelle est un peu compliquée, on va pouvoir faire très rapidement notre appareillage. Elle respecte notre santé, pas de colle, donc pas de néoprène, pas de corne en rouleau non plus. La plupart du temps, on ne va pas utiliser de colle puisqu'on va utiliser une base en résine flex. La résine flex, c'est de la colle. Donc, pas besoin de rajouter de la colle sur de la colle. Et on va poncer très peu. On va beaucoup travailler au ciseau, au tranchet. Donc, pas de ponçage, pas de poussière, des poumons en meilleur état. On va avoir des finitions qui vont être très propres et on va pouvoir modifier très facilement ces semelles. Donc ça, pareil, c'est des choses qui sont montrées en cours, que ce soit dans le cours de thermo ou en première année de posture-opposition. Donc, pour la fabrication, on va pouvoir utiliser des éléments qui sont prédécoupés ou fabriqués nous-mêmes. On va venir positionner nos éléments en fonction de notre bilan postural. On va les positionner donc pré-encollés sur notre semelle et on va utiliser notre presse. Vous voyez ici, on a des semelles qui sont en cours de fabrication dans la presse et on a tous les petits éléments qui vont être repris en relief. Tout est positionné sous la semelle. Donc, quand on va avoir besoin de modifier nos semelles, il suffit de réchauffer légèrement la semelle et on va pouvoir retirer un élément, le rajouter. On repasse en presse et le patient repart avec une semelle quasi neuve. Pour quels patients on va pouvoir faire des semelles de posture? Chez les patients fonctionnels chroniques, chez les enfants, c'est bien parce que les enfants, ils explosent des semelles assez vite, plus que les adultes. Là, on a des semelles qui sont hyper solides. Elles vont tenir largement les 6 mois. Ça a déjà arrivé à plein de gens de faire des semelles, notamment les semelles en cuir et en liège. Je sais que maintenant, ça se fait quand même beaucoup moins, mais voilà, les semelles tenaient à peine 1 mois. Là, vraiment, on a une durabilité de vie chez la semelle qui va être hyper intéressante. Chez les adultes, moi, j'ai beaucoup d'hôtesses de l'air, donc mettre une semelle orthopédique classique mécanique dans des escarpins, c'est un peu complexe. Là, on est sur des semelles fines, ça va rentrer sans aucun souci. On va avoir plein de techniques d'adaptation.
Chez la personne âgée, hein, le fait de fonctionnaliser l'entrée podale, le fait de travailler sur la limitation des chutes, ça va être vraiment important. Chez le sportif, on va pouvoir travailler donc, en cas de blessure, en cas de prévention, mais aussi dans l'amélioration du geste. Hein. Il y a une formation aussi qui se fait chez Connaissance Évolution sur la podologie du sport, où il y a, si je ne dis pas de bêtises, 17 sports qui sont vus par différents podologues qui sont spécialisés, que ce soit le foot, le handball, le golf, l'équitation. Voilà, il y a plein de choses très intéressantes et on va pouvoir vraiment aider nos patients à être plus performants dans leur activité sportive. Tout ça en travaillant par le pied, par la thérapie manuelle et notamment, on peut travailler aussi avec du renforcement musculaire spécifique au niveau du pied. Donc, dans l'activité professionnelle, alors celle-là, je l'ai mise parce que ça va vraiment être important. J'ai beaucoup de patients qui sont en chaussures de sécurité toute la journée et qui souffrent. Voilà, la coque, le poids, la plaque anti-perforation. Les semelles de posture, déjà, ça va limiter le volume dans la chaussure. Donc, la coque va être un petit peu moins gênante et ça va permettre de les améliorer. C'est des gens qui piétinent. Ceux qui vont faire de la préparation de commandes, qui sont toute la journée sur place avec des chaussures de sécurité, c'est compliqué. On va pouvoir parler aussi des coiffeuses, des vendeurs. Enfin, voilà, tous ces gens-là, on va pouvoir vraiment les aider avec des semelles de posture. Et on va pouvoir travailler aussi sur des gestes spécifiques, donc comme je disais sur le sportif, mais aussi sur le musicien. Vous prenez un violoniste ou un flûtiste qui va avoir une position corporelle bien spécifique. On va pouvoir l'aider à avoir une posture qui va être plus confortable et qui va lui permettre de jouer plus longtemps et de manière plus naturelle. Et le flûtiste qui est tout le temps comme ça, la tête en avant, ça tiraille derrière quand même pas mal. Alors, je vous ai mis des petits exemples de semelles de posture, donc avec différents types d'éléments, différents matériaux. Tout ça, c'est vu en cours, bien sûr, avec des techniques de fabrication qui sont vraiment très simples. Et on va pouvoir aussi mixer les choses. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des semelles mixtes, donc à la fois de posture, mais à la fois mécanique, en passant soit par des éléments mécaniques donc qui sont plus épais que 3 mm. Alors, ça, on est dans de la théorie, hein, plus ou moins. Et on va pouvoir aussi faire du thermoformage. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, on va faire des semelles qui vont thermoformer avec des éléments qui vont être à la fois mécaniques, mais aussi on peut rajouter des éléments de stimulation. Mais par exemple, s'il y a un patient qui a un pied valgus important, ben on va corriger son pied, on va corriger la pronation de son pied, et une fois que le pied va être correctement dans l'axe, il va pouvoir accepter la stimulation, et là, notre semelle va venir aider le patient. Vous voyez pareil, des exemples de semelles de posture thermoformées. Donc, on va préparer comme une semelle de posture classique, donc 2 éléments, on va faire du thermosoulage, on va mouler au pied du patient, et après, ça va nous faire des semelles qui sont, esthétiquement, on peut avoir quelque chose d'assez sympathique. Là, pareil, on va être sur une semelle thermoformée mixte avec un élément de correction mécanique. Donc là, on va avoir un élément qui va venir limiter la pronation au niveau du pied. Et après, on peut rajouter des éléments de stimulation, ou par exemple ici, un insert amortissant au niveau du talon. Donc, on mixe à la fois le côté mécanique et le côté stimulation. On est vraiment dans le côté biomécanique de la semelle. Hein, les semelles biomécaniques, ce n'est pas que les semelles mécaniques, c'est toutes les semelles, puisque les semelles vont travailler sur le vivant, le bio. C'est bien le bio. Et donc, je vous propose de vous faire une petite démonstration de fabrication de semelles. Donc, on va prendre Thibaut. Il va revenir